Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans En Séance, l'émission de Canal Académie, la première radio académique francophone qui vous propose de vous retrouver en salle des séances tous les lundis, précisément à 15 heures, séance publique autour d'une personnalité, membre de l'Institut de France ou personnalité extérieure à l'Institut. Cette personnalité vient prononcer une communication sur le thème de travail annuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Un thème défini par le président de l'Académie cette année, en cette année 2005. Faut-il faire confiance aux historiens? Et le lundi 7 mars 2005, à 15 heures, en séance publique, c'est l'historien Jean Descartes qui venait présenter une communication intitulée « Les historiens et la légende noire du Second Empire ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances. Mesdames, Messieurs, aucune époque de l'histoire de France n'a été autant calomniée et salie que celle du Second Empire. Du 2 décembre 1851 au 2 septembre 1870, la transition du régime républicain à la restauration impériale a déchaîné les passions et nourri les excès jusqu'à une caricature générale, permanente et systématique d'une violence inouïe. D'ailleurs, c'est une époque où la caricature connaît un grand développement avec des auteurs très inspirés. Et pour ce qui nous occupe, la famille Bonaparte n'est pas épargnée avec la série dite de la ménagerie impériale, où l'impératrice est aimablement qualifiée de dinde ou de grue, agression dont la cruauté serait impensable aujourd'hui, du moins je l'espère. Cette désinformation se manifeste dès l'avènement du nouveau pouvoir, s'amplifie alors qu'il est paradoxalement conforté par de brillants résultats, et s'acharne, après le désastre de Sedan, à piétiner les acteurs et l'œuvre accomplie pendant les débuts incertains de la Troisième République, et cela jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans ce qu'il faut bien appeler un harcèlement politique, les romanciers, les journalistes, les chroniqueurs, les mémorialistes et autres témoins deviennent les auxiliaires patentés des historiens. C'est sur leurs écrits et leurs propos que les écrivains d'histoire fondent leurs propres études, interprétant les événements dans le sens qui leur convient. Mais comment éviter que la postérité ait une autre vision que celle des adversaires, opposants et gens mécontents de tous bords? Le problème est éternel, il est celui de l'honnêteté des sources utilisées. Les historiens doivent relater et analyser tout ce qui s'est passé et non choisir ce qui leur plaît pour servir une conviction. Les pamphlétaires du Second Empire ont un réel talent. Ils appuient là où le trait fait mal. S'ils n'avaient pas eu la plume aussi bien aiguisée, aucun historien n'aurait eu intérêt à utiliser leurs opinions. Le don littéraire devient donc un argument historique, surtout s'il blesse et fait rire. Des auteurs considérables tels que Victor Hugo et Émile Zola, politiquement très engagés, pèsent évidemment plus lourd que Prosper Mérimée et Théophile Gautier. Le talent de ceux-ci, d'ailleurs, n'est pas en cause, mais ils sont peu ou pas du tout concernés par l'agitation politique. La satire du régime n'est ni leur préoccupation, ni leur raison de vivre. Voilà la vérité, la littérature puissante de son époque est contre Napoléon III. Les historiens n'auront qu'à puiser dans ces images, dont beaucoup deviendront des clichés. On pense en général que la critique atteint évidemment un sommet avec Sedan, un nom chargé de honte et qui engloutit 18 années d'un passé broyé par une effroyable défaite, sanction d'une guerre malheureuse et opportune. Sedan, terminus, tout le monde descend. Or, le règne de Napoléon III ne saurait être honnêtement réduit à cette triste journée du 2 septembre, pas plus que la Révolution ne peut écraser des siècles de monarchie, ni le désastre de 1940 effacer totalement l'œuvre de redressement de la France républicaine, laïque et coloniale, en particulier des années 1880 à 1930. Il serait tout aussi fallacieux de gommer le Premier Empire par la seule bataille perdue de Waterloo. Or, on ne dira jamais assez que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais un auteur peu suspect de sympathie envers l'idée impériale, puisqu'il s'agit de Bertolt Brecht, avec lequel, sur ce point précis, je suis d'accord. Le perdant, le vaincu, n'a que le droit de se taire et de disparaître, même mort, il a tort. Tous les auteurs ont voulu prouver que les 18 années impériales n'avaient été qu'une parenthèse catastrophique, une erreur, un funeste entracte. Et ils se sont mis en tête de démontrer que cette période était une des plus affreuses de notre pays. La preuve,
Elle avait dévoyé puis interrompu le régime républicain de 1848 et cela est un crime idéologique. Napoléon III devait donc être sanctionné. Il l'avait été littérairement, militairement et politiquement. Il devait l'être encore socialement, économiquement, affectivement. Rien ne devait subsister de l'aventure, car le souverain battu qui avait été contraint de remettre son épée au roi de Prusse Guillaume Ier n'était qu'un lâche et un fourbe. Sa dernière faute, la pire peut-être, était d'être encore vivant et prisonnier après Sedan. Eh bien, c'était le résultat d'un travail de sape sans relâche, né de la haine et de la mauvaise foi. Les premières salves sont tirées par Victor Hugo, le canon de fort calibre de l'opposition. En lui, on sait que le régime a eu son plus féroce adversaire, le plus connu aussi. La question qui m'intéresse est de savoir pourquoi. Le comportement de ce génie littéraire et dramatique, d'une exceptionnelle fécondité à tout point de vue, pendant 60 ans, est un concentré des paradoxes opportunistes observés à la moitié du XIXe siècle. Son attitude sert d'exemple. Sous Napoléon III, elle est un phare qui éclaire l'opinion soi-disant dans les ténèbres. Sous la Troisième République, son rayonnement universel relègue l'Empire déchu dans un obscurantisme quasi absolu. Fils de la Révolution, ce siècle avait 2 ans. Victor Hugo est aussi le 3e enfant d'un général bonapartiste. Et le jeune Victor conservera des souvenirs indélébiles de l'épopée, puis de la chute napoléonienne. Résumons sa carrière intellectuelle. À 20 ans, sa première œuvre publiée, les Odes, lui vaut 2 pensions de 1200 francs chacune. La première est prélevée sur la cassette du roi Louis XVIII, la seconde est allouée par le ministre de l'Intérieur. Pour le jeune poète, la monarchie est généreuse et la Restauration récompense un écrivain bien pensant, ce qui était la tradition des régimes absolutistes. Dans un déluge de vers, le nouvel auteur est d'abord classique et conservateur, puis chef de file des romantiques. Le retour d'une certaine intimité avec son père le rapproche des souvenirs napoléoniens et des idéaux libertaires de la Révolution. C'est ainsi qu'il trouve des tonalités très émouvantes en 1832 pour le très beau texte Napoléon II consacré à la mort du duc de Reichstadt. Devenu un homme de lettres comblé, il se présente à l'Académie française, échoue 3 fois et finit par y être élu en 1841. D'ailleurs, le soir même, il a reçu 2 invitations à dîner pour le même soir et il a dit « Je ne savais pas qu'on était nourri ». 4 ans plus tard, le roi des Français, Louis-Philippe, le fait pair de France, lui donnant accès à la Chambre haute. Observons que, contrairement à une idée reçue, le Victor Hugo de la monarchie de Juillet s'accommode fort bien des royautés, qu'elles soient légitimistes ou d'Orléans. Aucune couronne ne l'indispose alors, les trônes sont fréquentables. La Révolution de 1848 porte l'ex-pair de France sur les barricades. Il se déclare républicain, libéral puis progressiste en 1849. Mais déjà, on constate chez lui un intérêt passionné pour l'ascension de Louis-Napoléon Bonaparte. Bonaparte. À propos du neveu conspirateur malchanceux, mais dont l'étoile brille enfin, Hugo déclare superbement « Bonaparte, ce n'est pas un nom, c'est une idée ». Une idée, en effet, qui fait rapidement son chemin, et l'élection du prince à la présidence de la Deuxième République est saluée avec enthousiasme dans le journal fondé par Hugo, L'Événement. À la veille du scrutin, ce titre publie de façon très moderne une page entière de suppléments avec le nom magique de Louis-Napoléon Bonaparte, répété 100 fois. Les relations entre l'écrivain et le locataire de l'Élysée sont d'abord très cordiales. Victor Hugo est même l'un des tout premiers invités du prince-président dans ce palais délabré aux installations défaillantes. Le souper est médiocre et Hugo est perplexe. Comment doit-il appeler le maître de maison? Prince, Monseigneur, Monsieur le Président de la République? Le poète est séduit par le retour du rêve bonapartiste. Hugo aimerait jouer le rôle d'un conseiller secret, fonction alors inédite à l'Élysée. Et on murmure qu'il attend un portefeuille ministériel, mais on ne l'appelle pas. Alors, à l'Assemblée dont il est le député, lors d'un important débat le 17 juillet 1851, il saute sur l'occasion avec un argument qui sera celui des châtiments. Quoi ? Après Auguste, Augustule, parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Mais ce langage embarrasse tout le monde. La gauche ne se reconnaît pas en lui, le centre et même la droite, où beaucoup de royalistes se rallient maintenant à l'idée impériale pour conjurer le péril rouge. Comment ces 2 hommes pourraient-ils réellement s'entendre ?
Le poète a des convictions, nouvelles, il est vrai, tant elles ont varié, tandis que le président a des ambitions anciennes, celles-là, puisqu'il projette de tordre le cou à la République pour rétablir l'Empire et régler son compte à l'Assemblée qui lui est hostile. C'est chose faite avec le coup d'État du 2 décembre 1851. Hugo proteste, refuse de se soumettre, se cache pendant une semaine, la police sur ses talons. Pensant que s'il était emprisonné, l'affaire nuirait au nouveau régime, il supplie un commissaire de police de s'assurer de sa personne, comme on disait alors. Mais le policier flaire le piège et lui répond « Monsieur Hugo, je ne vous arrête pas, car je n'arrête que les gens dangereux. » Il change de nom, empruntant celui de Lanvin, et finalement réfugié en Belgique, le républicain s'estimant trahi par le Bonaparte qu'il avait soutenu, gagne bientôt les îles anglo-normandes, le voici au large des côtes françaises, d'abord sur le rocher de Jersey, puis au bout de 3 ans, sur celui de Guernsey où il fait construire sa maison Hauteville House. C'est à ce moment que les historiens, qui n'aiment pas l'Empire, ont définitivement recours à Hugo, car il déclare « La révolution littéraire et la révolution politique ont opéré en moi leur jonction. Désormais, chaque mot de l'écrivain, en prose ou en vers, sera l'armature d'une satire pour ridiculiser et abattre ce qu'il nomme une cour de parvenus. » Victor Hugo exilé. Tous les historiens admireront le magnifique courage du fuyard qui s'est placé sous la souveraineté britannique en lançant ce cri « Je resterai proscrit, voulant rester debout ». On citera en exemple la digne abnégation de celui qui avait été le vicomte Hugo, père de France, familier des princes, y compris des Bonaparte, et qui osait renoncer aux manœuvres de Badinguet pour se consacrer à son œuvre, certes prodigieuse, mais surtout à son rôle de conscience des hommes libres du monde entier. En sculptant sa statue d'exilé, les contemporains, repris par les historiens, lui confèrent alors le rôle de penseur universel, de vengeur des opprimés. Il met sa voix et son talent au service des malheureux, il se commet d'office l'avocat de la démocratie bâillonnée. Ah, le neveu de Napoléon a trompé les Français. Eh bien, Victor Hugo, de son rocher de la justice, va bombarder ce nouvel usurpateur d'une grêle de vers indignés, magnifiques, jaillissant d'une solitude très organisée, mais plutôt mal supportée par la famille Hugo, Adèle, Madame Victor Hugo, qui avait offert ses charmes à Sainte-Beuve, un critique littéraire, la trahison était double, réussit quelques escapades sur le continent avec ses fils, puis résigné regagne son île. Aucun contemporain n'ose alors dire la vérité. Personne n'a poussé Victor Hugo à l'exil sinon lui-même. Aucune mesure d'interdiction de séjour n'a été prise contre lui, à la différence, par exemple, d'un Raspail ou d'un Schœlcher. L'écrivain est en fait furieux, vexé d'avoir été dupé, mais il s'est déclaré proscrit par dépit. Il voulait être Chateaubriand ou rien, il est Hugo, ce qui est superbe, mais insuffisant. L'ancien prince-président devenu empereur a, selon Hugo, menti aux Français, mais surtout manipulé Hugo, qui avait mis tous ses espoirs politiques en lui. L'écrivain s'est puni lui-même, il est un exilé volontaire, un aigri, un déçu s'abritant derrière cette formule étincelante. La liberté est partie, je rentrerai quand la liberté rentrera. Belle maxime, mais tout de même prétentieuse, car Victor Hugo entend priver Paris et la France de sa présence physique. Il punit l'empereur et son empire. Du moins le pense-t-il. Or, débarrassé de mondanité de vie officielle, il peut se consacrer entièrement à sa vindicte. À cette époque, ses écrits s'engagent sur une monumentale haine sans merci. J'observerai ici un parallèle avec Napoléon Ier. Si ce dernier avait édifié sa légende sur l'île de Sainte-Hélène pour posséder le monde après l'avoir conquis, selon le magnifique mot de Chateaubriand, Hugo à Guernsey forge sa gloire sur le dos de Napoléon III. En somme, l'exil insulaire est la base d'une légitimité acquise dans la douleur. Et si Hugo se garde bien de revenir, c'est parce qu'il risquerait de se compromettre et de perdre bien son prestige dont une part tient de son éloignement. En 1852, Hugo décoche sa plus meurtrière flèche, Napoléon le Petit, un court texte édité en Belgique et introduit clandestinement en France. Un exemplaire de ce pamphlet est aimablement glissé entre les mains d'Eugénie de Guzman y Palafox, une Espagnole que cette diatribe n'empêchera pas d'épouser Napoléon III quelques mois plus tard.
La formule Napoléon le Petit rencontre un immense succès. Elle fait rire aussi bien à gauche qu'à droite, chez les légitimistes et même chez les orléanistes. Il faudra attendre le livre signé d'un républicain de notre temps, parlementaire des Vosges, maire d'Épinal, ministre et aujourd'hui premier président de la Cour des comptes, pour qu'un auteur inattendu, il est vrai, ose officiellement qualifier le neveu de Napoléon Ier de Louis-Napoléon le Grand dans un ouvrage brillant. En 1990, M. Philippe Séguin n'a pas craint de s'attaquer à la rengaine d'un Napoléon III qui n'aurait été qu'un pâle reflet de son oncle. Je vous rappelle qu'au début du Second Empire, quand un insolent s'était risqué à dire au neveu qu'il n'avait rien du vainqueur d'Austerlitz, le nouvel empereur a répliqué, privilégiant son humour britannique et son accent suisse-allemand, « Ah pardon, chez sa famille ». Permettez-moi d'ajouter qu'à la suite de la biographie que j'ai consacrée au préfet Haussmann en 1978, j'ai dû batailler avec le cabinet du maire de Paris, M. Jacques Chirac, pour que soit enfin installée et inaugurée la statue du célèbre, mais en réalité méconnu, préfet rénovateur de la capitale. La cérémonie eut lieu le 13 septembre 1989 seulement. La statue attendait dans un dépôt depuis 1930, c'est-à-dire depuis l'achèvement du dernier tronçon du boulevard Haussmann. Avec le recueil intitulé Les Châtiments, Victor Hugo livre le fruit de son premier hiver d'exil volontaire, 1852-1853, une somme véhémente et sombre de plus de 2600 vers. Les historiens disposent ainsi d'une magistrale évocation poétique en 7 parties qui s'impose comme la référence des critiques contre Napoléon III. Rappelons que l'ouvrage, dont le vrai titre est Châtiment, sans article mais suivi d'une virgule, est publié comme d'habitude en Belgique, mais avec une ruse. La loi belge interdisant l'impression et la diffusion d'ouvrages injuriant les chefs d'État et de gouvernements étrangers, l'éditeur Henri Samuel contourne la difficulté en éditant d'abord, sous sa raison sociale, une version expurgée des passages les plus violents et des attaques personnelles, puis une version intégrale portant le nom de 2 éditeurs fictifs, l'un de Genève, l'autre de New York, pour brouiller les pistes. Inutile de préciser que c'est cette mouture qui circule par contrebande en France. Les vers sont violents, l'opposition s'appuie sur eux, les historiens aussi. Donc, c'est fait. Dû rougir de honte le canon, te voilà, nain immonde, accroupi sur ce nom. Cette gloire est ton trou, ta bauge, ta demeure, toi qui n'as jamais pris la fortune qu'à l'heure, te voilà presque assis sur ce hautain sommet, sur le chapeau d'Essling, tu plantes ton plumet. L'œuvre a d'autant plus de retentissement que le français est alors la langue la plus répandue et elle permet à Hugo d'atteindre un public mondial. Hugo se proclame le chef spirituel de tous les révolutionnaires d'Europe. Il a été légitimiste, orléaniste, bonapartiste, désormais les républicains, qu'on se le dise. Pour l'auteur, Napoléon III incarne la nuit alors que le peuple aspire à la lumière. Or, aucun auteur historique ne relève que la rage avec laquelle Victor Hugo attaque son ennemi juré finit par grandir celui-ci démesurément, puisqu'il est à lui seul l'incarnation du mal. C'est trop d'honneur et excessif. Isolons un petit poème qui se détache des autres, intitulé L'expiation et sous-titré Drame en 4 actes de la punition infligée par Dieu à Napoléon Ier. Nous connaissons tous ces vers admirables, d'une parfaite maîtrise. Il neigeait. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Ou bien Waterloo, morne plaine. Le texte puissant est l'un des plus beaux inspirés par l'épopée napoléonienne. Les mots grandissent l'oncle même dans sa chute pour mieux rabaisser le neveu dans sa réussite. Et Hugo de conclure que le plus dur châtiment infligé par Dieu à la dynastie des Bonaparte est de lui avoir donné un tel successeur. S'effaçant volontiers devant la force littéraire, les historiens citent Victor Hugo comme le grand témoin pourfendeur d'une calamité absolue. Le génie de l'écrivain devient un paravent que tous les opposants déploient au nom de la fraternité mondiale. Et Hugo gagne des fortunes avec des succès traduits un peu partout. Décidément, son absence lui est profitable. Cependant, ce proscrit est sans pitié pour sa cible. Quoique l'empereur entreprenne, il en est ainsi de la guerre de Crimée en 54-55, soldée par le traité de Paris de 1856, qui réorganise l'Europe et chasse la Russie du Bosphore pour 100 ans. Il en va de même pour la libération de la Lombardie après les victoires de Magenta et de Solferino à l'été 1859. Ces succès gênent Hugo. Alors il les commente avec humeur et aigreur, mais cette fois plusieurs historiens ne le suivront pas dans ce dénigrement systématique. Ce sont des batailles sanglantes, et le neveu a osé agir comme l'oncle, par les armes.
La mauvaise foi de Victor Hugo est regrettable, d'abord parce que l'empereur a décrété une amnistie générale cette même année qui lui permettrait de revenir sans honte. C'est le cas d'ailleurs de l'éditeur Jules Hetzel qui s'en félicitera en publiant Jules Verne qui fera sa fortune. Et ensuite parce qu'aucune cause, fût-elle celle de l'unité italienne pourtant chère à Hugo, ne peut lui permettre de transiger avec l'homme du 2 décembre. Si les romantiques avaient chanté l'aventure napoléonienne, le chef de file de ce mouvement s'est donné pour mission de persécuter celui qui a violé la République. Dans les écrits de l'imprécateur, on chercherait en vain une approbation, voire une sympathie envers les insurrections italiennes contre les Habsbourg, ce qui est un comble. Pourquoi un tel acharnement? Parce que le mot royaume gâche l'espoir. Encore une trahison de Badinguet. Que Victor Emmanuel de Savoie, ce roi aux invraisemblables moustaches, remplace l'empereur François-Joseph et ses célèbres favoris, exclut le passage de la servitude à la liberté. Qu'un monarque succède à un autre, fût-il de la maison de Savoie, est un camouflet. C'est encore Napoléon III le coupable de ce tour de passe-passe. Victor Hugo boude donc cette réussite en marche qu'est l'unité italienne, d'abord parce que l'empereur des Français a tort, c'est un principe, et ensuite parce que seule une république aurait convenu, selon Hugo, à la réunion des États qui vont des Dolomites et des Alpes à la Sicile et à la Sardaigne. Hugo se trompe, c'est la monarchie et elle seule qui va unifier la péninsule. Napoléon III aggrave son cas, si c'est possible, lorsque les troupes françaises marchent sur Rome pour mettre en déroute celles de Garibaldi et protéger le pape ainsi que l'État pontifical. Indigné, Hugo envoie un poème cinglant, La Voix de Guernesey, aux catholiques conservateurs qui défendent la dernière survivance du pouvoir temporel de la papauté. Bien entendu, l'expédition du Mexique qui va tourner au désastre fournit à l'intraitable exilé le prétexte à se déchaîner. Cette fois, il a raison. L'affaire du Mexique est une folie. Le piège mexicain se referme sur Maximilien de Habsbourg. Pour Hugo, c'est une excellente nouvelle et il écrit aux Mexicains cette proclamation. « Je suis avec vous. Nous sommes debout contre l'Empire. Vous de votre côté, moi du mien. Vous dans votre patrie, moi en exil. Combattez, luttez, soyez terribles et si vous croyez que mon nom est capable de quelque chose, servez-vous-en. Visez cet homme à la tête et cette balle sera la liberté. » Eh bien, j'observe que si Victor Hugo se pose en référence mondiale de la bonne conscience fraternelle et de la paix, ainsi qu'en adversaire farouche de la peine de mort au nom de cette fraternité, il n'hésite pas à recommander d'abattre Maximilien. Contre la maison d'Autriche, un peloton d'exécution ne le choque pas, il y a des bonnes balles. Et chez Hugo, les formules littéraires faisant toujours mouche, elles atteignent leur cible comme la balle qu'ils réclament. Et après la retraite des troupes françaises, lorsque Maximilien est tombé aux mains de Juarez, il va écrire personnellement au républicain Juarez, sans doute gêné d'avoir été aussi bien entendu, pour lui demander la grâce de l'infortuné mari de la pauvre impératrice Charlotte. En vain, comme nous le savons. Ici encore, en triant le bon grain de l'ivraie, les historiens mettent en avant le geste d'Hugo, par-delà l'océan, son élégance, sa hauteur d'esprit. Mais ils oublient soigneusement de rappeler qu'il a soutenu vigoureusement les Mexicains dans leur révolte et appelé à commettre un meurtre. Les apprentis sorciers oublient très vite leurs responsabilités que pourtant leur confèrent obligatoirement leurs anathèmes. Cette même année 1867, aucun historien ne relève l'apothéose de la situation invraisemblable de Victor Hugo face à l'Empire, lui-même au sommet de son prestige en préparant l'exposition universelle. Il semble que tous les auteurs aient oublié ou masqué ou ignoré que l'entêté proscrit ait voulu tout de même saluer le rayonnement de Paris et participer à la fête impériale au prix d'une sorte de reniement. Directeur de conscience politique de l'humanité, Hugo peut-il être absent d'une ville rayonnante qui s'apprête à devenir pendant 7 mois la capitale du monde? Non, bien sûr. En effet, au mois de mai, 2 forts volumes de toile rouge frappés aux armes de la ville de Paris sont publiés à Paris, Bruxelles, Leipzig et Livourne. Titre « Paris Guide ». Les plus grands noms y ont collaboré, de Théophile Gautier au Dumas père et fils, de Nadar à Maxime Ducamp. Même Georges Sand, pourtant peu en sympathie à l'égard du régime, y apporte son talent. Apprenant cet exceptionnel agglomérat de contributions d'où il est absent, Victor Hugo, furieux, se précipite pour rédiger une préface fleuve de 37 pages. Paris, qui compte tellement dans son œuvre, ne saurait être présenté par quelqu'un d'autre que lui.
Alors Hugo, l'éloigné volontaire, adoucit sa hargne et y prédit un avenir fantastique pour Paris, écrivant, page 27, « L'année 1866 a été le choc des peuples, l'année 1867 sera le rendez-vous ». L'écrivain revient donc sans honte, sous la forme d'un texte étonnant et prophétique. Même son fils, François-Victor Hugo, va vanter les charmes de la place royale, la place des Vosges, chère à la famille. Celui qui rit bien, c'est Napoléon III, en effilant sa moustache cirée, déclarant, dit-on, en découvrant le texte de son plus implacable adversaire, « Tiens, je ne savais pas que M. Victor Hugo s'était décidé à regagner Paris. » Ainsi que l'explique l'éditeur sobrement, M. Hugo s'est chargé du commentaire et les noms célèbres qui s'unissent à celui du grand poète rendent tout éloge superflu. Même si Hugo ne cite pas le souverain qui a décidé d'organiser la transformation de ce Paris présenté aux visiteurs par une somptueuse carte de visite, le fait qu'il appose son nom en tête de l'ouvrage et le fait qu'il en soit le patron intellectuel est le gage d'une collaboration réclamée, et cela suffirait à discréditer l'écrivain si soucieux de sa distance avec la France. Il a pactisé, il a mis sa haine entre parenthèses, Paris vaut bien un parjure de plume. Mais ce n'est pas tout. Alors que les souverains d'Europe, de François-Joseph, à Victoria, du roi des Belges au roi de Bavière, sans oublier le tsar de Russie, vont applaudir Mademoiselle Hortense Schneider, Victor Hugo apprend que sa pièce Hernani sera reprise le 20 juin à la Comédie-Française. C'est un triomphe en présence d'Adèle Hugo. Les admirateurs du plus grand des romantiques célèbrent cet hommage auquel assistent Dumas père, Théophile Gautier et Théodore de Banville. Certains avaient espéré que la censure impériale au dernier moment allait interdire cette représentation. Cela leur aurait permis de crier au scandale. Mais il n'y a pas eu, malheureusement pour eux, de nouvelles batailles d'Hernani, et ils sont déçus. En effet, l'empereur avait souri à la proposition du directeur de la Comédie-Française et autorisé le spectacle avec ce commentaire: l'année de l'exposition, et lorsque la France montre au monde son génie industriel, le génie du théâtre ne peut être exilé. De plus, la reprise est un grand succès. Napoléon III emploie le mot « génie ». Victor Hugo parle d'un nain. Napoléon III n'a pas de rancune, et sur cette affaire, les historiens ne tiennent guère compte de la largeur d'idée, de la finesse de celui que l'opposition persiste donc à appeler le monstre ou le nabot, comme le fait Karl Marx, sans relâche. L'empereur n'est pas ennemi du dramaturge. Pour un proscrit, Victor Hugo est singulièrement présent dans ses œuvres et acclamé en cet été 1867. Mais qui le rappelle ? Frappés temporairement d'amnésie, les historiens retrouvent leur vigilance pour se réjouir des difficultés impériales devant les menaces prussiennes depuis Sadova. Méprisant ce que Thiers appellera les libertés de tolérance concédées par Napoléon III avec la loi du 16 juillet 1868, les républicains exploitent à fond toutes les possibilités d'insolence de la presse. Alors bien entendu, le plus célèbre d'entre eux, c'est Henri Rochefort, avec son célèbre journal, La Lanterne, cette brochure rouge sang, qui déclare qu'il aime Napoléon II, sans doute parce qu'il est mort jeune et n'a pas régné, et il interroge ses lecteurs, mais qui donc osera prétendre maintenant que je ne suis pas bonapartiste? Et Rochefort a des formules étincelantes, toutes reprises avec gourmandise par les historiens parce que c'est plus pratique, et la plus fameuse est aussi la moins méchante: la France compte 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Mais le journaliste franchit vite la frontière des attaques personnelles, écrivant par exemple « L'aigle impérial a volé de millions en millions jusqu'au tour de Notre-Dame », ou bien l'impératrice décréta, du haut de son faux chignon et tout en mâchant des pâtes. Les attaques se déplacent pour rester à la mesure de certains événements. En juin 1868, Néraud, le chien de l'empereur qu'émettant le prince impérial, étant mort et la presse gouvernementale prenant le deuil comme la cour, ou presque, Rochefort publie ses impertinentes condoléances canines. La veille, Néraud s'était couché assez calme après avoir congédié ses courtisans, car il faut vous dire qu'en France, les courtisans ne sont pas fiers. Quand ils ne peuvent pas approcher du maître, ils se lient avec le chien. Aux élections législatives de 1869, les Républicains enlèvent plus de 30 sièges. Parmi les nouveaux élus se trouve Gambetta, l'avocat borgne dont le talent de tribun enthousiasme la jeunesse. Alphonse Daudet raconte que Gambetta, ayant été convié à déjeuner par un ami, lui répond « Déjeuner à Meudon ? Volontiers, mais un de ces jours, quand nous en aurons fini avec l'Empire. » C'est donc une obsession que la destruction du régime. Avec de telles confidences, les historiens concluent dans leurs travaux ultérieurs qu'elle était inéluctable. Mais à partir de quand? Il est facile de fixer une date quand on connaît la suite. L'assassinat du journaliste Victor Noir par le prince Bonaparte, qui est évidemment une affaire épouvantable,
permet à Rochefort d'écrire un texte vengeur parfaitement justifié, qui s'achève par ce paragraphe. Voilà 18 ans que la France est entre les mains de Coupe-Jarret, qui, non content de mitrailler les républicains dans les rues, les attire dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez? Eh bien non. Malgré ce drame, catastrophique pour l'image dynastique, le peuple français n'en a pas assez, même si les historiens prétendent que dès janvier 1870, la destruction du régime menace et que l'émeute ne demande qu'à enfler, les craquements de l'édifice sont encore bien modestes. Le peuple, en revanche, se fait entendre, mais pas dans le sens qu'espéraient Rochefort et l'opposition impatiente. Le souverain s'adresse à l'opinion, ce qui est toujours risqué, nous le savons. En réalité, il s'agit de savoir si les Français veulent du prince impérial alors âgé de 14 ans comme futur chef d'État. Réponse, 7 400 000 louis contre 1 500 000. Si Paris et les grandes villes ont été hostiles grâce à l'influence du monde ouvrier, les campagnes ont approuvé l'organisation de l'avenir. L'Empire n'est pas sauvé, il est consolidé par la France rurale, celle qui n'a pas de mauvaises idées. À son fils Napoléon III annonce « Mon enfant, tu es sacré par ce plébiscite, l'Empire libéral, ce n'est pas moi, c'est toi ». Ici, encore, les historiens sont en général malhonnêtes, parlant d'une manœuvre électoraliste obscure, d'une tentative désespérée vouée à l'échec, parce qu'ils connaissent la suite. Pourtant, le résultat du moment est incontestable. Le peuple a dit oui à 80%. Mais voyez-vous, pour l'opposition, il est dans l'erreur. On pourrait donc à nouveau citer Bertolt Brecht, ça ne sera pas une habitude chez moi, mais qui aura une terrifiante réflexion stalinienne. Quand le peuple se trompe, il faut changer le peuple. Furieuse, l'opposition est surtout anéantie. Elle s'incline ou fait semblant. Les grèves se multiplient, sont réprimées et finalement échouent. Il n'y a donc qu'une guerre qui puisse dynamiter le régime, une guerre perdue, cela va sans dire. Parmi les calomnies colportées sur les causes directes de la guerre franco-prussienne, il en est une qui a la vie dure. Devant un témoin identifié, l'impératrice aurait dit « c'est ma guerre ». Or, bien après la catastrophe, apprenant ce qu'on lui reproche, Eugénie explose de colère lors de ses entretiens avec l'ambassadeur Maurice Paléologue, qui dessine un portrait à décharge de l'impératrice en 1901, mais qui ne sera publié qu'en 1929. Pour sa défense devant l'histoire, que répond l'illustre accusé? C'est à M. Thiers que revient la paternité de cette odieuse légende. Il s'est permis d'affirmer que le 23 juillet 1870, recevant à Saint-Cloud M. Lesourd, premier secrétaire de notre ambassade à Berlin, je lui aurais dit « Cette guerre, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma guerre ». Or, assure-t-elle à Maurice Paléologue, jamais, vous m'entendez, jamais cette parole sacrilège, ni aucune autre analogue n'est sortie de ma bouche. D'ailleurs, plus tard, j'ai fait interroger M. Lesourd. Il a loyalement reconnu dans une lettre dont je possède l'original que je ne me suis jamais vanté à ses yeux d'avoir déchaîné la guerre. Je vous supplie de ne pas oublier ma protestation et de la répandre lorsque j'aurai quitté ce triste monde. Mais cette capitale mise au point, comme tant d'autres, sera connue trop tard, voire passée sous silence, parce qu'elle révélait une odieuse manipulation a posteriori. Certains auteurs, sans enquêter sérieusement, ont mis en doute l'existence de cette lettre confession-aveu. Or, elle existe et elle a été publiée 10 ans après la mort d'Eugénie, soit en 1930. Ce n'était qu'un montage, personne n'a osé l'avouer. La vérité n'est pas aussi noire sur la guerre, évidemment, elle n'est pas rose, elle est grise. Parce qu'enfin, il faut bien dire qu'à l'arrivée de la fameuse dépêche d'Ems, le Conseil des ministres réuni par l'empereur le 14 juillet 1870 est d'abord favorable à la paix. Puis, à la suite des déclarations du maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, assurant qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre aux soldats français, dans un silence terrible, Napoléon III a constaté qu'on votait la guerre, en disant « Puisque vous le voulez, messieurs, c'est la guerre ». Cette réalité est là. L'empereur n'a pas voté. Il savait, depuis Sadova, que la Prusse était supérieure. Et le maréchal Leboeuf ne voulait pas, en étant ministre de la guerre, devenir le ministre de la paix. C'était une humiliation. La princesse Mathilde, la lucide cousine du monarque, elle avait failli l'épouser, qui vient à Saint-Cloud, 4 jours plus tard pour tenter d'arrêter cette folie, déclare devant plusieurs témoins la vérité que l'empereur ne fut engagé que contre son gré. En effet, Napoléon III ne va pas faire la guerre, il va la subir. Émile Ollivier, le chef du gouvernement en ces heures décisives, écrira dans ses souvenirs que l'impératrice, qu'il n'a jamais aimée, est toujours restée silencieuse elle aussi, et qu'il ne l'a jamais
entendu proférer les propos belliqueux qu'on lui a prêtés. C'est un témoignage important, mais il a été régulièrement écarté sous la Troisième République. Et voyez-vous, la vindicte contre Eugénie venait largement du fait qu'elle était espagnole, étrangère, donc ennemie de la France. Il y a un point important qui a été rappelé, mais seulement en 1920, par Augustin Filon, le précepteur du prince impérial, qui voyait donc la souveraine chaque jour. Quant à ses sentiments, ils avaient été ceux de beaucoup de Françaises. On lui disait que la guerre était inévitable et qu'il valait mieux la faire maintenant, attendu que nous étions prêts. Or, l'impératrice faisait confiance aux spécialistes. C'est pourquoi elle acceptait la lutte comme une douloureuse nécessité. Eugénie était devenue un bouc émissaire. L'Espagnole était coupable, comme l'avait été autrefois l'Autrichienne. Il y a pourtant des responsabilités plus évidentes que la sienne, que l'on n'aime pas rappeler, alors je les rappelle. On a oublié que dès le 20 janvier 1867, le maréchal Niel, ministre de la guerre et décédé en 69, avait été chargé par Sa Majesté de tirer les leçons de la défaite austro-bavaroise de Sadova en réorganisant l'armée française. Le soldat s'était battu en vain devant le Sénat, le corps législatif, pour accroître les effectifs et créer une garde nationale mobile composée de jeunes gens, facilement et immédiatement mobilisable et qui ne ferait pas partie de l'armée d'active. Sa loi avait été finalement adoptée le 1er février 1868, mais avec tellement d'amendements et de restrictions qu'elle n'était plus qu'une illusion. Napoléon III était resté accablé de cette trahison parlementaire. Qui, parmi les historiens, sous la Troisième République, a rappelé la responsabilité des députés et des sénateurs, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, notamment républicaine? La France revivra ce scénario plus tard, nous le savons. De même, les historiens ont gommé l'influence de l'opinion. Elle était surchauffée à l'été 1870, surexcitée par une presse en pleine expansion. La rue parisienne, dans l'été, braille à Berlin. L'état-major fanfaron certifie que la campagne sera une promenade de santé, la canne à la main, comme en 1914. Et Napoléon III sait bien qu'il n'en sera rien. D'ailleurs, désabusé, il évite que son train spécial ne passe par les grandes gares parisiennes, car il sait que bientôt on va le haïr et le mépriser. Quelques voix pourtant osent plaider l'appel au calme, celle de Thiers, de Gambetta et d'Henri de Villemessant, le célèbre patron du Figaro. Dans un éditorial musclé, il avertit les Français qu'il ne faut jamais applaudir une déclaration de guerre. Et pourtant, les Français applaudissent, ils veulent la guerre. Et Hortense Schneider, la bouillonnante cantatrice fétiche d'Offenbach, s'exclame la voix forte « Dans 3 semaines, je chanterai à Berlin pour Sa Majesté Napoléon III ». Diva, mademoiselle Schneider comptait sans doute sur le cocasse et tonitruant général Boum Boum qui fait en rire dans La Grande Duchesse de Gerolstein, précisément une satire de la guerre. Le peuple est donc aussi responsable que ses chefs. Il s'est trompé, il s'est cru dans une opérette. Bertolt Brecht aurait-il raison? Il aurait fallu changer le peuple. 2 guerres mondiales et leurs séquelles ont permis, si j'ose dire, de relativiser le climat passionnel qui a marqué les années 1870 et suivantes. La Troisième République a tiré des larmes à tous les Français bouleversés par la perte de l'Alsace-Lorraine, plaie ouverte. Alphonse Daudet et Erckmann Chatrian ont gravé dans les mémoires des textes admirables, répétés et appris dans les leçons d'histoire par les instituteurs, leurs élèves et leurs familles. Une fois encore, la littérature abreuvait l'histoire et souvent la remplaçait. Souvenons-nous qu'après 1870, la République peinait à s'installer. En février 71, le suffrage universel élit une assemblée conservatrice. 400 députés monarchistes, 70 libéraux et 20 bonapartistes. Mais oui, malgré ce dominent 150 républicains. Aux élections de 76, la majorité change de bord. 340 députés républicains s'opposent à 80 royalistes et 75 bonapartistes. Mais oui, toujours après Sedan. Et bien que de vue minoritaire, ces représentants du peuple sont aux yeux des républicains encore trop nombreux et des dangers. Le tribun Gambetta se méfie, car même si du côté royaliste, le grand refus du comte de Chambord a sonné la retraite du drapeau blanc, le courant bonapartiste est puissant et le prince impérial un espoir toujours vivant. Les manuels d'histoire prennent donc le relais des discours radicaux pour consolider la fragile République française, la seule entourée de monarchies en Europe à l'exception de la Confédération helvétique. Toutes les manœuvres, restrictions, agressions, persécutions contre le souvenir impérial et son éventuelle renaissance sont calquées sur le mouvement philosophique anticlérical qui ne cesse de s'imposer.
Avant 1914, le principe de base est qu'un vrai républicain est forcément un adversaire de la religion et qu'un bonapartiste est obligatoirement un catholique sous prétexte que le Second Empire et en particulier l'impératrice, de par ses origines hispaniques, avait bien considéré la religion et protégé le pape. Nous savons aujourd'hui, mais je le redis, que ce n'est qu'une caricature, une réduction pour ne pas dire un monstrueux mensonge. Mais que de dégâts dans la mémoire impériale. Et dans ce but de haute figure professorale de la Sorbonne, du Collège de France, des universités, de la presse et de l'édition se montre implacable envers l'Empire déchu, dont les crimes restent focalisés sur la ligne bleue des Vosges. Victor Cousin, Émile Littré, Pierre Larousse, Jules Michelet, Ernest Lavis, Mallet puis Mallet-Isaac poursuivent leur dénigrement en dispensant un enseignement orienté et partial. Qui tient l'école tient les esprits. Toutefois, après 1920, et grâce en partie à la fraternité des Franchers, la France victorieuse apparaît une république définitivement installée. L'opinion a évolué. Une lente mais positive révision entreprise. Pour terminer, j'en retiendrai quelques exemples. Premièrement, une meilleure connaissance de l'économie a montré que si un élan essentiel et décisif avait été donné sous la monarchie de Juillet, c'est le régime de Napoléon III qui a permis à la France d'entrer définitivement dans les temps modernes. Banques, compagnies d'assurance, de chemins de fer, postes, télégraphes, canaux et routes ont transformé un pays essentiellement rural en puissance industrielle. Les personnages de la Biche, jadis affolés à l'idée de prendre le train, font place à ceux de Maupassant qui ont appris ce qu'est un horaire et une correspondance. Ce n'est pas un hasard si les héros de Jules Verne apparaissent à cette époque. L'aventure est possible parce qu'elle s'organise. Et il faut redire que la France, en 1870, est l'un des pays les plus riches du monde. C'est d'ailleurs cette fortune qui permet à notre pays déchiré, vaincu et partiellement occupé de payer très rapidement l'indemnité de guerre de 5 milliards or fixée par Bismarck, la note de l'aubergiste. 2. À l'image de la France impériale, Paris est devenu une vraie capitale. Le baron Haussmann était encore accusé d'avoir détruit le vieux Paris. Je me bornerai à dire ici que lorsqu'il est nommé le 22 juin 1853, le choléra vient de faire encore 5000 victimes. Et l'année suivante, même bilan. Or, il y a une urgence à réformer cette capitale, car le réseau des égouts est indigne de ceux de la Rome de Néron. L'eau sale circule partout. Les maladies sont à l'état endémique. Chaptal avait dit à Napoléon Ier, « Sire, il faut donner de l'eau aux Parisiens. » Eh bien, pour Napoléon III, la question est toujours d'actualité. Et le vieux Paris, que Victor Hugo prétend démoli, se démolit tout seul. Paris est une cité décrépite, croulante, un cloaque nauséabond à quelques sections près, témoin de la ville inquiétante des romans d'Eugène Sue et de leur fameux mystère. Faute de loyer, plus rien n'est entrepris comme travaux. Alors, dès 1855, lorsque les journalistes britanniques accompagnent la reine Victoria pour l'exposition universelle, ils félicitent Haussmann en lui disant « Bravo, monsieur le préfet, votre ville sent bon ». En dépit des fantasmes musées, non, ni Haussmann ni Napoléon n'ont tracé de larges boulevards ou des avenues pour tirer sur la foule, mais au contraire, pour éviter l'anarchie entre les piétons, les fiacres, les transports en commun. Le couple empereur-préfet s'attaque aux épuisants embarras de Paris dont Boileau se plaignait déjà au XVIIe siècle. Et n'oublions pas que le vandalisme perpétuellement reproché à Haussmann par des auteurs doctrinaires, parfois avec raison, parce qu'il avait peu de temps, il était un chirurgien travaillant dans l'urgence, eh bien ce vandalisme est le propre de toute civilisation. Qui a été réellement ému dans les années 1960 et 70 par la destruction sans pitié des halles de Baltard, du Cirque Medrano, du Théâtre de l'Ambigu, de l'Alhambra, du Gaumont Palace et dans un autre registre du Palais Rose? La postérité qui se prétend volontiers donneuse de leçons devrait avoir la pudeur de se taire. Ne retenant pas l'expérience, elle a donc fait pire. Et le vieux Paris d'aujourd'hui, n'en déplaise à Zola, est encore largement celui du Second Empire. Les immeubles où le savetier et le financier de M. de La Fontaine ne se gênent plus, sont solides et tiennent toujours debout quand on ne les rase pas avec un zèle futuriste ou quand on ne les mutile pas pour en faire des bureaux qui restent vides. De nombreuses villes de province et d'étrangers ont appelé Haussmann à leur secours, et les contes fantastiques d'Haussmann, le pamphlet de Jules Ferry, n'avaient de drôle que son titre. La vérité, c'est que les républiques suivantes ont eu, elles aussi, recours aux mêmes emprunts. 3. L'œuvre sociale du souverain si chère à Louis-Napoléon et depuis toujours reste encore décriée. 2 exemples.
qu'on me permette de rappeler que l'impératrice a refusé le collier d'une valeur de 600 000 francs que lui offrait la ville de Paris pour affecter le produit de sa vente à la construction et au fonctionnement d'un établissement d'enseignement et de formation de jeunes filles, la Fondation Eugène Napoléon, dans le 12e arrondissement. De nombreuses Françaises d'hier et d'aujourd'hui ont encore bénéficié de cette aide dans un bâtiment auquel l'architecte Hittorf a joliment donné la forme d'un collier en souvenir du geste généreux et sincère d'Eugénie la mal-aimée. De même, c'est le couple impérial qui a eu l'idée de procurer des déjeuners et des dîners chauds aux déshérités en créant les fourneaux économiques, distribuant 1 200 000 repas par an, 100 ans avant les restos du cœur. Qui s'en souvient, qui ose le dire? Si la défaite de 1870 est celle d'une politique étrangère contradictoire, il est inadmissible d'oublier qu'elle est aussi ses réussites, telles leur attachement par plébiscite et dans l'allégresse populaire du comté de Nice et de la Savoie au territoire français. Enfin, c'est grâce à une démarche de l'impératrice Eugénie, en 1919, alors âgée de 93 ans et presque aveugle, ayant retrouvé un télégramme du vieux roi de Prusse Guillaume Ier, que le retour de l'Alsace-Lorraine est placé au centre de la conférence de la paix. Elle s'abaissera même en s'élevant, je le dis, à écrire à Clémenceau, qui s'abaissera à ne pas lui répondre et qui finira par lui répondre. Et c'est ainsi que, grâce à Eugénie, l'Alsace-Lorraine est revenue immédiatement sur la table de négociation, alors qu'elle avait été écartée par Wilson et les Américains. En conclusion, les générations actuelles mieux informées et moins sarcastiques, on le suppose, admettent enfin, quelques 130 après, que divers échos favorables. Je me suis à ce sujet livré à un sondage auprès des jeunes de moins de 30 ans pour qu'ils comprennent que cette idée intelligente a pour but de conclure une histoire inachevée. Encore faudrait-il qu'ils sachent ce qui s'est réellement passé en 1871. Presque tous ceux que j'ai interrogés croient, parce qu'on ne leur a pas enseigné le contraire, que ce sont les Prussiens responsables de l'effroyable semaine sanglante. La réalité, nous qui sommes ici, nous la connaissons, c'est une guerre civile, la pire des guerres franco-françaises, la Commune, qui a incendié Paris. Un chapitre noir, mettons-le en lumière. Oui, il faut expliquer pourquoi et par qui les Tuileries et autres palais et monuments publics ont été incendiés. Berlin n'y est pour rien. Du 22 au 28 mai 1871, les communards se battent contre les Versaillais, des Français contre des Français, les prétorleuses sont les vrais coupables. Dès le 28 juin 1982, Jules Ferry a le courage de proposer au Sénat de reconstruire les Tuileries en rasant d'abord les ruines dangereuses pour la sécurité. Il explique que ce choix est la démonstration la plus écanante, que cette reconstruction est une nécessité. Le projet est refusé à une voix près. Combien la seule voix de différence en France a fait l'histoire. Pour quelle raison? Eh bien parce que les Tuileries sont un héritage de la monarchie capétienne, que la famille d'Orléans et les Bonaparte y ont vécu et régné. Pas question de reconstruction. En revanche, à la même époque, un autre splendide édifice, celui du Bocador, incendié par les Parisiens, l'hôtel de ville, est reconstruit. Là, on trouve l'argent. Pour quelle raison? Parce qu'il rappelle la Commune de 1792 et le rôle révolutionnaire de la capitale en 1830 et 1848. Deux destructions, deux décisions contraires par idéologie, deux destins, une injustice monumentale flagrante qui entretient nos désespérantes et permanentes querelles gauloises. La paix historique est encore loin quand on apprend avec stupéfaction, comme je l'ai fait, qu'en l'an 2000, la municipalité, alors dite de droite, a donné à l'un de ses carrefours le nom de place de la Commune de Paris. On en a beaucoup parlé, en tout cas beaucoup moins que lors de l'inauguration en face de la gare du Nord de la place Napoléon III. Est-il opportun de raviver les haines? Il serait temps que la mémoire sélective et à sens unique ne soit plus une pénible obligation. Cessons d'entretenir le politiquement correct qui est trop souvent historiquement inexact. Notre époque se prétend gouvernée par la repentance jusqu'à l'hystérie, mais elle oublie la réconciliation, ce qu'ont su faire les Russes avec un exemplaire courage. Arrêtons la curée, le devoir de mémoire ne se divise pas. Je vous remercie de votre attention. C'était monsieur Jean Descartes, historien, prononçant une communication en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques au Palais de l'Institut de France le lundi 7 mars 2005.